Dans cette petite vidéo, je vais vous résumer un peu le cours sur l'estimateur du maximum de vraisemblance. Alors, la méthode de l'estimation par le maximum de vraisemblance consiste à résoudre le problème d'optimisation suivant. On part de la vraisemblance de l'échantillon, donc la densité de l'échantillon, L de x1, x2, xn et de θ, qui dépend de θ, bien sûr, le paramètre inconnu, et on cherche le maximum de cette vraisemblance lorsque θ varie. Chercher le maximum de L ou le maximum de log de L, c'est le même problème puisque la fonction log est une fonction croissante. Alors, il arrive très souvent que la fonction log de L, la vraisemblance, soit dérivable par rapport à θ, et donc il suffira à ce moment-là d'écrire les conditions du premier et du second ordre, c'est-à-dire que la dérivée première par rapport à θ est nulle et la dérivée seconde par rapport à θ est négative ou nulle. Donc, je vais voir avec vous un exemple. Le premier exemple, c'est le cas de la moyenne d'une loi normale. Donc, nous partons de variables aléatoires grand xi qui suivent des lois normales m sigma 2. Et sur ces lois normales, donc, je suppose que m est l'inconnu. On a déjà vu donc, la vraisemblance et son logarithme. Le log de L s'exprime par l'expression que vous voyez donc là ici, donc moins n sur 2 log de sigma 2, moins n sur 2 log de 2pi qui est une constante, moins somme des xi moins m au carré sur 2 sigma 2. Et donc à partir de là, donc, nous voyons que c'est une fonction qui est dérivable par rapport à petit m. Et donc il suffira donc simplement d'écrire les conditions du premier et du second ordre. La dérivée première, c'est le premier terme donne 0 par rapport à petit m, le second terme donne 0 parce que c'est une constante, le troisième terme est une équation du second degré en petit m et la dérivée est égale à moins 1 sur 2 sigma 2 fois la somme des dérivées. La dérivée de xi moins m au carré est égale à 2xi moins m fois moins 1. Donc en simplifiant, ça nous fait somme des xi moins m sur sigma 2. Et à partir de là, donc, nous savons que la somme des xi est égale à n x bar et la somme des petits m est égale à n petit m. Donc ça nous fait n sur sigma 2 que multiplie x bar moins petit m. On voit donc que cette dérivée, elle s'annule lorsque m, le paramètre inconnu, est égal à x bar. Elle est négative lorsque m est supérieur à x bar, c'est-à-dire que dire que la dérivée est négative, c'est dire que la fonction log de L est devenue décroissante. Donc elle est décroissante lorsque m dépasse x bar, et elle est croissante lorsque m est inférieur à x bar. Par conséquent, on n'a pas besoin de calculer la dérivée seconde, on voit que c'est un maximum, et donc l'estimateur du maximum de vraisemblance est égal à x bar. Nous allons voir maintenant, toujours pour le cas d'une loi normale, lorsque le paramètre inconnu, θ, est sigma 2. Donc je considère que sigma 2, cette fois, est l'inconnu. Dans un premier temps, on va supposer que m est connu. Alors, on avait log de L égale donc cette expression-là. Donc, pour ne pas s'embrouiller, donc on va remplacer sigma 2 par θ, puisqu'on va dériver par rapport à θ. Donc, exprimé en fonction de θ avec θ égale sigma 2, ça nous fait moins n sur 2 log de θ, plus une constante, moins somme des xi moins m carré sur 2θ. On voit que c'est dérivable par rapport à θ, d'où la première dérivée, donc la dérivée première est égale à moins n sur 2θ, puisque la dérivée de log de x est égale à 1 sur x. Et ensuite, la dérivée de 1 sur x est égale à moins 1 sur x2, donc ce qui nous donne donc moins n sur 2θ plus somme des xi moins m carré sur 2θ. Et on doit regarder pour quelle valeur de θ cette fonction elle s'annule. Donc on va factoriser pour faire apparaître le signe de cette dérivée. Donc on voit que cette dérivée s'annule lorsque θ est égal à somme des xi moins m au carré sur petit n. Et elle est négative si θ est supérieur à cette valeur, et positive lorsque θ est inférieur à la somme des xi moins m au carré sur petit n. Par conséquent, nous pouvons directement dire que l'estimateur du maximum de vraisemblance est égal à la somme des xi moins m au carré sur petit n, ce qui achève donc le calcul de cet estimateur de maximum de vraisemblance.
nous remarquons que dans son expression, il figure le petit m, et c'est pour cela que dès le début, on avait supposé que petit m est connu. Donc, lorsque m est connu, cette formule est applicable. Donc, il suffit de disposer des grands xi qui sont procurés par l'échantillon et de calculer l'estimateur du maximum de vraisemblance. Alors, que se passe-t-il lorsque petit m est inconnu? Et bien, à ce moment-là, donc, si m est inconnu, ça veut dire que nous avons deux inconnus, à la fois m et à la fois sigma 2. Donc, cette fois, il faut résoudre le problème d'optimisation en faisant varier à la fois m et sigma 2. Donc, c'est un problème d'optimisation où il y a deux variables, m et sigma 2. Donc, on va écrire les conditions du premier ordre, qui sont d de log de L sur d rond m égale 0 et d de log de L sur d sigma 2 égale à 0. Alors, la première équation d de log de L sur d rond m égale à 0 va conduire à x bar, puisque c'est le même calcul qu'on a fait précédemment. La seconde va fournir que sigma 2 est égal à somme des xi moins m au carré sur petit n, ce qu'on vient de voir juste à l'instant. Et il suffit simplement, donc, pour avoir l'estimateur du maximum de vraisemblance pour sigma 2, de substituer la valeur obtenue pour petit m à partir de la première dérivée. Donc, on replace m par x bar dans cette expression, ce qui nous donne l'estimateur du maximum de vraisemblance, somme des xi moins x bar au carré sur petit n. Je passe maintenant à un troisième exemple, c'est l'estimation d'une proportion. Donc nous partons de variables de Bernoulli de paramètre petit p avec p l'inconnu, et nous allons estimer petit p par la méthode du maximum de vraisemblance. On a vu que la vraisemblance, c'était le produit des p puissance grand xi fois 1 moins p puissance 1 moins x grand i. Et il suffit de rassembler les termes p puissance grand xi qui nous donne p puissance la somme des xi, c'est-à-dire p puissance n grand x bar, et de rassembler les termes 1 moins p puissance 1 moins grand xi qui donne 1 moins p puissance la somme des 1 moins grand xi. La somme des 1 moins grand xi est égale à n moins la somme des xi, c'est-à-dire n moins nx bar, donc n fois 1 moins x bar. On passe au logarithme, donc nx bar log de p plus n1 moins x bar log de 1 moins p. À partir de là, nous allons chercher le max de log de L, donc nous voyons que c'est dérivable. On dérive ce log de vraisemblance par rapport à petit p, ce qui nous donne nx bar sur p moins n1 moins x bar sur 1 moins p. Attention, la dérivée de log de 1 moins p, ce n'est pas 1 sur 1 moins p, mais moins 1 sur 1 moins p. Nous réduisons au même dénominateur, ce qui nous donne donc, après simplification, n fois x bar moins p sur p fois 1 moins p. Et nous voyons immédiatement que cette dérivée s'annule lorsque p est égal à x bar. Elle est négative si p dépasse grand x bar, et elle est positive si p est inférieur à x bar. Par conséquent, l'estimateur du maximum de vraisemblance pour le paramètre petit p est égal à x bar, c'est-à-dire la somme des grands xi sur petit n qu'on peut calculer à partir de l'échantillon. Alors cet estimateur du maximum de vraisemblance n'est rien d'autre que la fréquence des succès dans l'échantillon, puisque la somme des grands xi, c'est exactement le nombre de succès que nous avons obtenus dans l'échantillon. Alors on va voir maintenant un exemple où il n'y a pas qu'une seule solution, où on peut avoir des cas qui se produisent avec une infinité de solutions. Donc je vais vous donner un exemple. On considère des variables aléatoires grand xi qui suivent des lois uniformes sur l'intervalle θ, θ plus 1, où θ est un paramètre inconnu. Et on se base sur un échantillon d'observation grand xi et on veut estimer la valeur de θ. Alors la fonction densité de probabilité, elle est égale à 0 à l'extérieur de l'intervalle θ, θ plus 1, et elle est égale à 1 à l'intérieur de l'intervalle θ plus 1 qui est un intervalle de largeur 1. Donc la hauteur est égale à 1, vous voyez bien que c'est une densité. La vraisemblance, c'est le produit des f de xi et de θ, donc on va multiplier des 0 et des 1 ensemble, et en fait, elle sera toujours égale à 0, sauf si, pour tous les xi, vous avez xi qui est entre θ et θ plus 1. Donc si xi est entre θ et θ plus 1 pour tout i, à ce moment-là, cette vraisemblance sera égale à 1. Et s'il y a au moins un des xi qui n'est pas dans l'intervalle θ, θ plus 1, à ce moment-là, la vraisemblance est égale à 0. Donc cette condition, dire que xi est entre θ et θ plus 1, quel que soit i, peut s'écrire θ compris entre xi moins 1 et xi, quel que soit i. Donc simplement,
Donc, on a repris chacune des inégalités séparément. Donc, θ est inférieur ou égal à xi, c'est le terme de droite. Et pour l'inégalité, la seconde inégalité, nous avons θ supérieur ou égal à xi moins 1, donc ce qui est écrit ici. Donc, c'est équivalent. Et dire que θ est plus petit que xi, quel que soit i, c'est dire que θ est plus petit que le min des xi. De l'autre côté, dire que θ est supérieur à tous les xi moins 1, c'est dire que θ est supérieur au plus grand de tous les xi moins 1, donc à max des xi moins 1. Et c'est une condition qui est équivalente, c'est-à-dire vous avez l'implication dans ce sens et la réciproque. Par conséquent, si θ est compris entre max des xi moins 1 et min des xi, à ce moment-là, la vraisemblance est égale à 1. Et au contraire, à l'extérieur de cet intervalle, la vraisemblance est égale à 0. Par conséquent, la courbe de L, on peut la dessiner. Vous avez ici donc le max des xi moins 1 et vous avez ici le min des xi. La fonction vraisemblance, elle est égale à 1 à l'intérieur de cet intervalle, elle est égale à 0 ailleurs. Par conséquent, le maximum de L est atteint pour toutes les valeurs entre max de xi moins 1 et min des xi. On voit que L atteint son maximum en une infinité de points, tout l'intervalle, max des xi moins 1 et min des xi. Donc vous n'avez pas toujours forcément, comme dans les cas précédents, une solution unique au problème de l'estimateur du maximum de vraisemblance. Alors, quelles sont les propriétés maintenant que satisfait cet estimateur du maximum de vraisemblance? Eh bien, il jouit d'énormément de bonnes propriétés, les propriétés souhaitées pour un estimateur. La première chose, c'est qu'il est asymptotiquement sans biais. Donc l'espérance de θ chapeau tend vers θ quand n tend vers plus l'infini. La deuxième chose, c'est qu'il est toujours convergent, en probabilité évidemment. La troisième chose, c'est qu'il est asymptotiquement efficace, c'est-à-dire que sa variance s'approche de l'inverse de l'information de Fisher quand n tend vers l'infini, ce qu'on a écrit ici, donc variance de θ chapeau fois l'information de Fisher qui tend vers 1 lorsque n augmente. Et la quatrième propriété la plus importante, et qui résume les trois précédentes, c'est que θ chapeau mv est asymptotiquement une loi normale d'espérance θ et de variance 1 sur in de θ. Donc ce qu'on a écrit ici, c'est que racine de in de θ fois θ chapeau moins θ converge en loi vers la loi normale 0. Alors avec cette quatrième propriété, nous allons pouvoir faire des estimations de θ, non pas seulement par le calcul de l'estimateur du maximum de vraisemblance, mais on va avoir la possibilité de fournir un intervalle de confiance, un intervalle qui est censé contenir la valeur inconnue θ avec une probabilité assez intéressante. Prenons un exemple, je prends des xi qui sont des variables indépendantes de densité de probabilité θ sur 2 e puissance moins θ, valeur absolue de x. Donc ce n'est pas la loi exponentielle, c'est une variable aléatoire qui est définie sur R en entier. Elle ressemble beaucoup, mais ici vous avez valeur absolue de x. Et elle est définie sur R en entier. Là on vérifie aisément que c'est une densité de probabilité, puisque c'est une fonction qui est positive, et vérifie aisément que son intégrale est égale à 1, puisque c'est une fonction paire, donc c'est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini va être égale à 2 fois l'intégrale de f de x de 0 à plus l'infini, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à plus l'infini de θ e puissance moins θx dx, et on retrouve à ce moment-là l'intégrale de la densité d'une loi exponentielle, et qui est égale à 1. Alors, calculons l'estimateur du maximum de vraisemblance. Donc on va commencer par écrire la vraisemblance de l'échantillon. Cette vraisemblance est égale au produit des densités, donc θ sur 2 e puissance moins θ valeur absolue de grand xi. On regroupe les termes, donc ça nous fait θ puissance n, 2 puissance moins n, et le produit des exponentielles vous donne donc e puissance moins θ, somme des valeurs absolues de grand xi. Le log de cette vraisemblance est égal à n log de θ, plus une constante, moins n log de 2, moins θ, somme des valeurs absolues de grand xi. Alors, on voit que c'est dérivable par rapport à θ, donc on va dériver. Ça nous donne n sur θ, moins somme des valeurs absolues de xi. Alors, en factorisant pour voir le signe, évidemment, aisément, donc ça nous donne cette expression-là. Donc, on voit que ça s'annule lorsque θ est égal à n sur somme des valeurs absolues de grand xi. C'est négatif si θ est supérieur à cette valeur. Et positif si θ dépasse cette valeur. Par conséquent, l'estimateur du maximum de vraisemblance est égal à n sur somme des valeurs absolues de grand xi
Et donc on a trouvé son expression qui est un peu complexe, ce n'est pas x bar comme on l'a vu précédemment, donc dans les exemples précédents. Ici nous avons une expression qui n'est pas simple à étudier. Alors calculons l'information de Fisher. L'information de Fisher, on va faire avec la formule de la dérivée seconde. Donc ici, la dérivée seconde de log de L, c'est la dérivée de l'expression n sur θ moins somme des valeurs absolues de grand xi. La dérivée de somme des valeurs absolues de grand xi vous donne 0, donc ça vous donne moins n sur θ carré. Et l'information de Fisher est égale à moins l'espérance de cette expression. Donc, comme c'est une constante, et donc c'est égal à cette constante assortie du signe moins, donc l'information de Fisher est égale à n sur θ carré. Maintenant que nous avons l'information de Fisher, on va appliquer donc la propriété comme quoi l'estimateur du maximum de vraisemblance est asymptotiquement une loi normale. Alors, cette loi normale, donc, c'est celle-ci, donc racine de in de θ fois θ chapeau mv moins θ qui converge en loi vers n01. On va l'expliciter donc avec l'expression de l'information de Fisher qui est ici. Donc ça nous donne racine de n sur θ, puisque l'information de Fisher est égale à n sur θ carré, fois θ chapeau moins θ qui converge en loi vers n0. Alors, donc on va pouvoir, une fois qu'on s'est fixé alpha, on va lire sur la table de la loi normale la valeur de t alpha sur 2, de sorte que la probabilité que la loi normale 0,1 soit entre moins t alpha sur 2 et t alpha sur 2 ait lieu avec une probabilité 1 moins alpha. Et donc voilà, donc on écrit que cette variable aléatoire, asymptotiquement, elle est comprise entre moins t alpha sur 2 et t alpha sur 2 avec une probabilité 1 moins alpha. Et là, on peut résoudre en θ, ce qui nous donne donc θ appartient à n sur somme des valeurs absolues de xi, c'est-à-dire au numérateur le θ chapeau, divisé par 1 moins t alpha sur 2 sur racine de n et θ chapeau sur 1 moins t alpha sur 2 sur racine de n. Donc vous voyez, donc, on a pu trouver un intervalle qui contient la valeur inconnue θ avec une probabilité 1 moins alpha. On va voir une application numérique à cela. Prenons un échantillon de taille n égale 100. On a trouvé somme des valeurs absolues de grand xi, par exemple, à 32,7. Et on vous demande un intervalle contenant θ avec une probabilité de 95%. Donc on va appliquer directement cette formule. Donc θ chapeau est égal à n sur somme des valeurs absolues de xi. Donc ici n est égal à 100 sur, et on va diviser par 32,7, ça nous donne 3,06. Le t alpha sur 2, on le lit sur la table de la loi normale 0,1 avec un alpha de 5%, donc à l'intérieur il y a 1 moins alpha, il y a 95% entre moins t alpha sur 2, t alpha sur 2, donc la fonction de répartition est égale à 0,975 et on trouve t alpha sur 2 égale à 1,96. Et donc θ appartient à 3,06 sur 1 plus ou moins 1,96 sur 100, racine de 100. Donc θ appartient à l'intervalle 2,56, 3,8 avec une probabilité de 95%. Alors je vais rajouter pour cet exercice un certain nombre de questions qui vont traiter aussi des propriétés de l'estimateur du maximum de vraisemblance. Alors on vous demande de trouver la loi de y égale à la valeur absolue de x, de montrer que θ chapeau est un estimateur convergent, d'en déduire la loi de 1 sur θ chapeau. Ensuite, de calculer l'espérance de θ chapeau et la variance de θ chapeau pour en déduire finalement que θ chapeau est un estimateur sans biais et efficace. Alors, commençons par la première question. La loi de y égale valeur absolue de x. Y décrit R+, puisque x décrit R en entier. Prenons petit y appartenant à R+, et cherchons la fonction de répartition de grand Y. Cette fonction de répartition à la variable y est par définition p de grand Y inférieur à petit y. C'est la probabilité que valeur absolue de grand X soit inférieure à petit y. Donc, c'est la probabilité que grand X soit entre moins y et petit y. Donc, c'est égal à fx, fonction de répartition de x calculée en y, moins fx en moins y. Comme la densité de la variable aléatoire grand X est symétrique par rapport à l'axe y, donc cette expression s'écrit 2fx de petit y moins 1. Et on peut en déduire donc la densité de grand Y.
La densité de grand Y, c'est la dérivée de cette fonction de répartition. Donc, comme la fonction de répartition de grand Y est égale à 2 grand fx de petit y moins 1, la dérivée du moins 1 donne 0. Et ça nous donne donc 2 fois f'x de petit y, c'est-à-dire 2 fois la densité de x en y. En remplaçant, donc, ça nous donne θ e puissance moins θy. Et cette formule est valable pour petit y positif. Donc, on voit tout de suite que cette densité à la variable aléatoire grand Y est la densité d'une loi exponentielle de paramètre θ. Donc Y suit la loi exponentielle de paramètre θ. Montrons maintenant que θ chapeau est convergent. Alors, pour cela, on va poser grand YI, les variables aléatoires égales à valeur absolue de grand XI. Ces grands YI sont indépendants puisque les XI sont indépendants. Et en plus, ils sont de même espérance et de même variance puisqu'ils sont de même loi, puisque les YI suivent des lois exponentielles de paramètres θ. Donc, cette espérance commune est égale à 1 sur θ, cette variance commune est égale à 1 sur θ carré. Par conséquent, la loi des grands nombres nous dit que Y bar va converger en moyenne quadratique vers l'espérance de l'un des YI, donc ici vers 1 sur θ. Comme ça convergera en moyenne quadratique vers 1 sur θ, ça va converger en probabilité vers 1 sur θ. Maintenant, à cause du théorème de Slutsky, 1 sur y bar va converger en probabilité vers l'inverse 1 sur θ, c'est-à-dire vers θ. Or, le 1 sur y bar n'est rien d'autre, c'est n sur somme des grands yi, c'est-à-dire n sur somme des valeurs absolues de grand xi, n'est rien d'autre que le θ chapeau, justement, qu'on a calculé, puisque θ chapeau, c'était n sur somme des valeurs absolues de grand xi. Donc, notre 1 sur y bar, celui pour lequel on a montré que la convergence en probabilité vers θ n'est rien d'autre que θ chapeau mv. Donc θ chapeau mv converge en probabilité vers θ. Je poursuis. Alors, la troisième question, on nous demande la loi de 1 sur θ chapeau. Alors, on a trouvé que YI suit une loi exponentielle de paramètre θ. C'est en fait une loi donc gamma de paramètre 1 θ. Donc, la somme des YI en vertu des propriétés des lois gamma indépendantes, suit une loi gamma n θ. Et donc, le y bar, en multipliant par 1 sur n, va être lui aussi une loi gamma dans laquelle on divise le deuxième paramètre par le coefficient avec lequel la première loi gamma a été multipliée. Donc, ça revient à multiplier le deuxième paramètre par petit n. Par conséquent, l'estimateur du maximum de vraisemblance, qui est θ chapeau égale à 1 sur y bar, vérifie 1 sur θ chapeau suit une loi gamma n θ. On ne trouve pas exactement la loi de θ chapeau, mais on trouve la loi de 1 sur θ chapeau. Alors, à partir de là, donc, on va utiliser un résultat sur les lois gamma pour trouver l'espérance de 1 sur θ chapeau et la variance de 1 sur θ chapeau. Alors, une propriété donc, qui se démontre très facilement, c'est un calcul d'intégrale sur les lois gamma. On montre que si une variable aléatoire suit une loi gamma de paramètre AP, à ce moment-là, l'inverse de cette loi a pour espérance P sur A-1 et pour moment d'ordre 2, P au carré sur A-1, A-2. Alors, dans notre cas ici, donc 1 sur θ chapeau suit une loi gamma n θ, donc le A est égal à petit n et le P est égal à nθ. Il suffit simplement d'appliquer donc l'espérance de l'inverse de cette loi gamma, donc l'espérance de θ chapeau, va être égale à nθ sur n-1, P sur A-1 dans la formule que nous étions en train de voir. Donc P est égal à nθ et A est égal à n, donc P sur A-1, donc nθ sur n-1 égale à n sur n-1 θ. De même, l'espérance de θ chapeau carré nous donne n carré θ carré sur n-1, n-2. Et donc, la variance de θ chapeau peut se calculer très facilement. Donc, c'est l'espérance du carré de θ chapeau moins le carré de son espérance. Et en simplifiant, ça nous donne n au carré θ carré sur n-1 carré fois n-2. Nous voyons que l'espérance de θ chapeau, qui est égale à n sur n-1 θ, tend vers θ. Donc il est asymptotiquement sans biais. On voit que la variance de θ chapeau, puisque vous avez n au carré et ici l'ordre c'est n au cube, donc variance de θ chapeau tend vers 0.
La combinaison de ces deux propriétés montre que θ chapeau converge en moyenne quadratique, donc converge en probabilité, ce que nous avons établi directement tout à l'heure avec le théorème de Slutsky. Et nous vérifions, puisque nous avons l'expression de variance de θ chapeau, que cet estimateur va être asymptotiquement efficace, puisque la variance de θ chapeau fois l'information de Fischer. L'information de Fischer, c'était n sur θ carré, qu'on a calculé précédemment. Donc vous voyez que θ carré se simplifie, ça nous donne n puissance 3 sur n-1 carré n-2. Cette expression, elle tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Par conséquent, cet estimateur est asymptotiquement efficace. Voilà donc pour cette illustration et cet exercice avec son complément qui résume un peu les propriétés des estimateurs sur un cas assez complet. Donc cet exercice est assez complet, si vous voulez, bien qu'il soit difficile, mais il est assez complet et couvre le champ de l'estimation. Je voudrais rajouter simplement un petit mot à titre de remarque, si vous voulez. L'intervalle de confiance qu'on a déterminé tout à l'heure pour θ était fondé sur la loi asymptotique de θ chapeau MV, c'est-à-dire qui exprimait que θ chapeau MV convergeait en loi vers une loi normale dont l'espérance était égale à θ et dont la variance était l'inverse de l'information de Fischer. Alors cet intervalle de confiance, son utilisation requiert que n soit assez élevé. La remarque que je veux faire, c'est que le fait qu'on ait trouvé la loi exacte de 1 sur θ chapeau MV, eh bien, ça va nous permettre de construire un intervalle de confiance pour θ, même si n n'est pas grand, même si n est relativement réduit, puisqu'on a la loi exacte de 1 sur θ chapeau, je vais vous montrer qu'on est capable de construire cet intervalle de confiance en toute rigueur. Alors, on avait trouvé que 1 sur θ chapeau MV suivait la loi gamma nθ. Alors, il suffit simplement de multiplier par 2nθ pour que ce deuxième coefficient devienne 1,5, donc en vertu des propriétés des lois gamma. Donc, je multiplie cette variable aléatoire 1 sur θ chapeau MV qui suit la loi gamma nθ par 2nθ. La multipliant par 2nθ, ça revient à diviser le deuxième paramètre par 2nθ. Donc, ça nous donne une loi gamma n1,5. Alors, une loi gamma n1,5 est en fait une loi du qui 2 à 2n degrés de liberté, puisqu'une loi du qui 2 à n degrés de liberté, c'est une loi gamma n sur 2 1,5. À partir de là, donc, nous avons 2nθ sur θ chapeau qui suit une loi du qui 2 à 2n degrés de liberté dans laquelle donc, le θ ne figure pas. Donc, vous avez une loi ici intrinsèque qui ne dépend que de petit n. Eh bien, pour construire un intervalle de confiance, il suffit simplement de trouver deux valeurs a et b de sorte que le qui 2 à 2n degrés de liberté ait une probabilité de 1 moins alpha de se trouver entre a et b, et d'écrire que 2nθ sur θ chapeau soit dans cet intervalle AB. Donc on se fixe alpha, et on écrit tout simplement que cette variable aléatoire 2nθ sur θ chapeau soit comprise entre a et b est égale à 1 moins alpha. Alors a et b sont récupérés depuis la table donc, de la loi du qui 2 à 2n degrés de liberté. À partir de là, donc, il suffit simplement de résoudre. Nous disposons de A, de B, de θ chapeau qui est obtenu par calcul à partir des valeurs grand XI de l'échantillon. N est une donnée, donc on obtient donc que la valeur θ se trouve avec une probabilité 1 moins alpha dans l'intervalle A θ chapeau sur 2n, B θ chapeau MV sur 2n. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.